Premièrement, les standards et représentations correspondent aux symboles normalisés et aux schémas conventionnels utilisés en technologie. Les lignes de base sont les lignes graphiques normalisées utilisées en dessin technique. Elles sont utilisées de façon conventionnelle pour dessiner des objets ou des pièces tant à la planche à dessin qu'à l'aide d'un logiciel de dessin. Dans les prochaines diapos, vous trouverez les lignes de base utilisées en dessin technique. En deuxième secondaire, nous avons vu deux schémas que nous allons bien sûr revoir cette année. Premièrement, le schéma de principe qui représente les types de forces et de mouvements qui entrent en jeu dans un objet. Par la suite, le schéma de construction qui indique les différentes pièces, leurs dimensions, les matériaux utilisés et les liaisons mécaniques au moyen de symboles normalisés, ainsi que la façon de construire l'objet. Voici les symboles normalisés appris en deuxième secondaire pour représenter les forces et les types de mouvements. Ici, vous pouvez voir les symboles normalisés pour représenter les types de liaisons mécaniques, les types de ressorts, les systèmes de transmission du mouvement et les systèmes de transformation du mouvement. Ici, on peut apercevoir un schéma de construction. Voici ici deux exemples de schémas de principe. Par la suite, pour le schéma électrique, c'est un schéma qui représente les composantes d'un circuit électrique et les connexions, au moyen de symboles normalisés bien sûr. Voici ici tous les symboles normalisés utilisés en ingénierie électrique pour les schémas électriques. Voici un exemple de schéma électrique. La projection orthogonale à vue multiple est une représentation en deux dimensions de différentes vues d'un objet, ce qui veut dire que chacune des vues correspond à une face de l'objet. La projection orthogonale est aussi une description graphique en deux dimensions d'un objet, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune illusion de profondeur. Ça permet aussi de décomposer la représentation d'un objet en 6 angles d'observation différents, qui vont être aussi appelés les vues d'un objet. Donc, chaque vue équivaut à une représentation d'une face. Donc, une vue égale une face. Et la projection orthogonale est aussi utilisée beaucoup dans le domaine industriel. Donc, par la suite, on a le cube de référence. Donc, le cube de référence est sans aucun doute la façon la plus facile de représenter la projection orthogonale à vue multiple, et tout ça en simplement s'imaginant un cube transparent. Donc, ça consiste à placer ou à s'imaginer un objet qui va être placé au centre du cube. Donc, par la suite, chaque face de l'objet va correspondre à une vue en deux dimensions de l'objet qui va être représentée sur une des faces du cube de référence. Par la suite, on va ensuite obtenir une vue correspondant à chacune des 6 faces du cube. Donc, on va avoir une vue de face, vue arrière, vue de dessus, vue de dessous, vue de droite et vue de gauche. Le dessin d'ensemble est un dessin représentant l'allure générale d'un objet. Donc, par exemple, ses formes, ses pièces et leur disposition. Par la suite, celui-ci va aussi représenter seulement 3 vues conventionnelles d'un objet. Donc, la vue de face, la vue de dessus et celle de droite. Donc plus qu'un cube a 6 vues, on va seulement en choisir 3. Donc, on va choisir les 3 vues qui sont le plus appropriées pour représenter les particularités de notre objet. Pour tracer les 3 vues, on va devoir réaliser une projection orthogonale. Mais par exemple, il est nécessaire de dessiner plus que 3 vues si l'objet technique est très complexe ou que ces 6 vues comprennent plusieurs détails particuliers. Le dessin d'ensemble ne contient pas les mesures de l'objet, contrairement au dessin de détail. Pour obtenir cette projection, il faut simplement s'imaginer une feuille de papier qui aurait été placée contre l'une des faces du cube. Donc, ceux-ci vont correspondre à la vue qu'on aurait si on serait placé extrêmement loin et perpendiculairement à cette face du cube. Et finalement, on va avoir le dessin de détail. Le dessin de détail, c'est un dessin technique qui va préciser tous les détails utiles à la fabrication d'un objet, contrairement au dessin d'ensemble. Donc, celui-ci va représenter une vue d'ensemble de l'objet et il va être aussi appelé dessin de définition.
Ce type de dessin va fournir des détails nécessaires à la construction de chacune des pièces de l'objet. Donc, par exemple, ses dimensions et mesures, et la position et le diamètre des trous. Celui-ci, on peut aussi utiliser le dessin de chacune des pièces et l'utilisation de une ou plusieurs vues d'une pièce pour faire le dessin. La vue éclatée est une représentation en perspective d'un objet qui montre, en les dissociant les unes des autres, les différentes pièces dessinées en 3D qui composent cet objet. La vue éclatée facilite la compréhension de l'agencement des pièces composant un objet. Elle a pour avantage de réaliser des dessins d'ensemble éclatés qui montrent à la fois l'apparence tridimensionnelle d'un objet ainsi que l'agencement des pièces qui le composent. L'utilisation de la vue éclatée sont les guides d'utilisation des objets livrés en pièces détachées comme IKEA parce que l'entreprise fait des économies étant donné qu'elle évite l'étape du montage. De plus, les coûts de transport diminuent car les objets sont moins volumineux et moins fragiles lorsqu'ils ne sont pas assemblés. Il faut donc fournir aux consommateurs des directives d'assemblage précises. La vue éclatée est une solution. La vision axonométrique offre la possibilité de réaliser des dessins techniques d'un objet qui donne une perspective en 3 dimensions. Pour dessiner chacune des pièces isolées, on se sert habituellement de la projection isométrique. Contrairement à la projection à vue multiple, elle permet de représenter les 3 dimensions d'un objet. La projection isométrique implique donc l'utilisation de la perspective. Elle simplifie la lecture des mesures, car toutes les longueurs mises dans l'échelle sont les mesures des longueurs réelles. La projection axonométrique en vue éclatée permet de réaliser des dessins d'ensemble éclatés qui montrent l'apparence tridimensionnelle des objets ainsi que l'agencement des pièces qui le composent. Elle est destinée aux personnes qui doivent assembler des pièces d'un objet. Les tolérances dimensionnelles. Qu'est-ce que c'est? C'est l'indication sur un dessin technique de l'écart maximal entre la mesure indiquée sur le dessin et la mesure réelle sur la pièce construite. En d'autres mots, c'est une marge de manœuvre. Les dimensions indiquées sur un dessin technique sont toujours différentes de celles de la vraie vie. Il est presque impossible de reproduire une pièce exactement comme elle l'était sur son dessin technique. Une tolérance dimensionnelle est le degré d'imprécision acceptable pour que les pièces puissent tout de même s'assembler sans difficulté, malgré leur léger changement de mesure. Il existe 2 façons de coter une tolérance. La première, avec le signe plus ou moins, qu'on peut aussi retrouver en mathématiques. Pour utiliser la méthode plus ou moins dans un dessin, il faut simplement écrire la mesure initiale du dessin plus ou moins la tolérance. Exemple, si la mesure de mon côté est de 10 cm et la valeur de ma tolérance est de 0,5 cm, j'écris tout simplement 10 plus ou moins 0,5. La deuxième façon est celle horizontale. Il suffit juste d'écrire la mesure minimale et la mesure maximale. Par exemple, si on continue avec la même situation que l'exemple du plus ou moins, on devra écrire 9,5 et en dessous 10,5. Notez que le plus petit chiffre doit toujours se retrouver en haut. Plus les tolérances diminuent, plus les coûts de fabrication des pièces augmentent, car l'usinage doit être extrêmement précis. Ainsi, le produit est de plus grande qualité. Si les tolérances sont inférieures à 0,1 mm, les coûts de production se multiplient par 10. Où retrouve-t-on des tolérances dimensionnelles? Divers domaines dans l'ingénierie existent des pièces fabriquées selon des niveaux de tolérance très diversifiés. Par exemple, l'industrie aéronautique, qui travaille énormément avec de très petites pièces, utilise des pièces fabriquées selon des tolérances beaucoup plus strictes que l'industrie du jouet. De côté historique, en 1853, messieurs Brown et Sharp ont mis sur pied une entreprise à la fine pointe de l'ingénierie mécanique nord-américaine. Ils ont créé des machines-outils très précises, performantes et polyvalentes, ainsi que d'autres outils de mesure plus précis les uns que les autres. Ces machines ont pu permettre à plusieurs industries de l'automobile et de l'aéronautique d'aujourd'hui de produire des pièces avec des tolérances plus faibles, donc plus précises.
Un architecte est une personne qui dresse les plans d'un édifice, donne les ordres et surveille l'exécution des travaux de cette construction. Il exerce la maîtrise d'œuvre. Le langage des lignes permet de représenter des idées sur papier avec une rigueur mathématique. Tout dessin technique a une fonction pratique. Il vise à représenter un objet. Il a donc comme fonction d'aider les gens à représenter et à communiquer leurs pensées, comme le font par exemple les architectes en créant des plans d'un édifice. Les études nécessaires pour devenir architecte. Au secondaire, il est généralement conseillé d'orienter ses choix de cours vers les sciences, mathématiques, physique, informatique, etc. Au collégial, le diplôme d'études collégiales DEC en sciences ou en technologie de l'architecture offre un cheminement préparatoire adéquat vers les études universitaires en architecture. D'autres avenues peuvent aussi donner accès au programme universitaire en architecture. On peut vérifier les critères d'admission auprès de l'école d'architecture de l'un ou l'autre des établissements mentionnés. Pour devenir architecte, environ 5 années d'études universitaires sont nécessaires. Au Québec, seulement 3 établissements offrent le programme qui mène à l'exercice de la profession, l'Université Laval, l'Université McGill et l'Université de Montréal.